Merci de choisir les programmes de Gabon 24, notamment ce plateau spécial consacré au thème « Pourquoi voter le oui » le 16 novembre prochain. Vous savez, plus que quelques jours avant l'ouverture de la campagne référendaire. Pour en parler avec moi sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Petit Lambert Ovono, évaluateur certifié des politiques publiques. Merci et d'être une fois de plus l'invité de l'un de nos plateaux. Merci à Gabon 24, merci à tous les spectateurs, à tous vos téléspectateurs et merci à votre équipe. Petit Lambert Ovono, dans quelques heures, on va dire ça comme ça, le Gabon va ouvrir la campagne référendaire comptant pour le référendum qui va se tenir le 16 septembre prochain. Alors, peut-être revenir avec vous, ce référendum, pouvez-vous nous dire pourquoi, nous citer pêle-mêle l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui il est important de voter le oui? Je voudrais d'abord dire que, en tant qu'entreprise d'évaluation des politiques publiques, nous suivons le projet du CETRI depuis le 30 août 2023. Et ce projet avait des objectifs. Le premier objectif était la libération du peuple du Gabon. C'est comme ça qu'a été intitulé le coup du 30 août. La deuxième chose, c'était le retour à l'ordre constitutionnel. Ça, c'était beaucoup plus un aspect politique et le chronogramme nous a été tracé. Ensuite, lorsqu'on a un retour à l'ordre constitutionnel, ça signifie deux choses. Ça signifie d'une part qu'il faut organiser les scrutins, les élections transparentes, et il faut que les militaires retournent dans les casernes. Donc le pouvoir doit être rendu aux civils et les militaires retournent dans les casernes. La troisième chose, c'est la restitution des institutions et enfin, rendre la dignité aux Gabonais. C'était ça les objectifs que s'est fixé le CETRI lors de la prestation du serment du président de la transition. Et nous, ce que nous faisons, c'est que nous suivons pas à pas la mise en œuvre de ces objectifs. Et aujourd'hui, je peux maintenant révéler le rapport à mi-parcours de la mise en œuvre de ces objectifs. Et je crois que pour ceux qui parlent du référendum, doivent comprendre que l'objectif numéro 1, à savoir la libération du Gabon, a été fait. Il fallait libérer le Gabon des 56 ans du pouvoir déchu d'Ali Bongo et de Bidi. Il fallait le faire, ça, et on a réussi ça. Ça, c'était le premier objectif. Mais les trois autres objectifs, à savoir remettre le pouvoir selon un ordre constitutionnel, aux civils, le retour des forces de défense et de sécurité dans les casernes, la restauration des institutions et rendre la dignité aux Gabonais dépendent uniquement du vote de la Constitution. Parce que c'est avec la Constitution qu'on réforme les institutions. C'est avec la Constitution qu'on met les règles pour que le pouvoir soit rendu aux civils et que les militaires retournent dans les casernes. Donc, la première raison aujourd'hui, c'est de voter la Constitution. Parce que c'est avec cette Constitution qu'on va passer aux objectifs suivants. J'indique pour cette introduction qu'on a regardé si les objectifs que le CETRI s'était fixés étaient pertinents. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire un objectif pertinent? C'est au moment de la conception d'un projet que nous, les évaluateurs, nous vérifions si le projet est réellement pertinent. Autrement dit, c'est la mesure dans laquelle les objectifs envisagés répondent réellement aux attentes et aux besoins des populations. D'accord, justement. On a vérifié cette pertinence et nous avons dit oui et tout le monde a vu que c'était pertinent puisque l'engouement que la population a manifesté lors de la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité est un indicateur, est un élément
qui nous convainc que c'était pertinent. Maintenant, il reste la partie efficacité. Est-ce que c'est efficace? C'est-à-dire ce qu'on a mis en œuvre a réellement contribué à la restauration, justement, de la dignité des Gabonais. À la dignité des Gabonais, à rendre le pouvoir au civil, à faire retourner les forces de défense et de sécurité dans les casernes. Ce n'est pas encore fait et c'est pour ça que nous faisons l'évaluation concomitante, c'est-à-dire à mi-parcours, 14 mois déjà, pour qu'on sache réellement ce qui est fait. Et pour réussir ces 3 objectifs qui restent, il faut modifier la Constitution et il faut la voter. La Constitution a été justement... C'est ça l'introduction. D'accord, justement. Vous parlez de pertinence dans ce qui est fait et ce qui a été fait aujourd'hui par rapport au CTRI. Quand vous évoquiez les différentes raisons pour lesquelles vous estimez que les populations doivent voter oui au référendum, il y a également la restauration des institutions. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la Constitution, le projet de Constitution tel qu'elle a été édité, vise également ces objectifs-là? Est-ce que quand on lit les 173 articles de la Constitution, on peut dire clairement que la Constitution vise à restaurer les institutions, puisque ça a été, sinon c'est l'un des objectifs justement du CTRI? Je dois d'abord redéfinir ce que c'est qu'une constitution. Très bien. Une constitution, c'est l'ensemble des règles et des principes et des pratiques qui font à ce qu'une population se reconnaisse aussi bien au niveau de l'organisation des pouvoirs, exécutifs, législatifs et judiciaires, que les grandes lignes de ces institutions. Donc, en gros, c'est un plan qui explique comment le pays doit être dirigé et comment les lois doivent être faites. C'est ce que nous avons depuis le Conseil des ministres qui a voté le projet de constitution. L'avant-projet a fait l'objet de débats, des articles controversés, des contributions, des amendements. Tout ça a été pris en compte par le CETRI et par le gouvernement. Et ils ont maintenant sorti le projet. Et c'est ce projet-là, on ne le discute plus. On ne discute plus. Est-ce que tel article aurait dû figurer? Est-ce que tel autre n'aurait pas dû figurer? Et pourtant, il y a quand même certaines voix qui se lèvent. Ce qu'on discute maintenant, c'est de dire, en fonction des cibles que nous, on a identifiées, à savoir les jeunes, les femmes, les travailleurs, les chômeurs, la société civile, les personnes vivant les avec un handicap, opérateurs politiques, en dehors de toute la population, quels sont les articles qui leur sont bénéfiques ou qui ne sont pas bénéfiques. C'est en fonction de ça que tout le monde doit maintenant se demander, moi qui suis évaluateur, donc je fais du consulting, est-ce que je me reconnais dans ce projet de constitution pour prendre ma décision et voter en conscience? C'est cela que nous sommes en train de faire maintenant. Et maintenant, la réponse, est-ce que je vote oui, est-ce que je vote non, nous commencerons à la donner dans quelques heures, à minuit. C'est à ce moment qu'on pourra dire, je vote oui, je vote non. Bon, les gens ont anticipé, ils sont en pré-campagne, ils sont pressés. J'ajoute pour ça que le Gabon n'a jamais voté lui-même sa constitution. En 1991, la constitution que tout le monde évoque, cette constitution a été rédigée par les hommes politiques. Elle a été votée par l'Assemblée nationale. Elle n'a pas été votée par le peuple souverain. Le peuple gabonais n'avait pas été mis en à contribution. 1994, c'était une partie des accords de Paris qu'on a ajouté dans la Constitution par référendum. Ce n'était pas le vote de la Constitution globale du Gabon. C'est la première fois que le peuple gabonais lui-même va voter, a rédigé de façon inclusive et participative sa Constitution et qu'il va maintenant voter sa propre Constitution. Je crois qu'on doit, sans exagérer, féliciter les forces de défense et de sécurité qui nous donnent une réelle opportunité pour entrer dans la Seconde République avec notre propre Constitution.
D'accord, on va parler justement de cette inclusivité, vous l'avez dit, hein, lors du débat, le dialogue national, tout le monde a été mis à contribution. Vous l'avez également rappelé, la Constitution a été, qu'on le veuille ou pas, rédigée par l'ensemble des Gabonais, puisqu'on a pris en compte les 38 000 contributions des Gabonais faites lors du dialogue national. Est-ce qu'aujourd'hui, avant que je ne pose ma question, est-ce que vous pouvez nous faire la différence qui existe entre une démocratie multipartite et une démocratie pluraliste? Ben, justement, c'est les aberrations qu'il y avait dans les anciennes constitutions, depuis celle de 91, dont les gens vantent un peu l'importance, jusqu'à celle de 2023 des Bidi Binzé. C'était une démocratie multipartite. Ça veut dire qu'il y avait deux blocs. Le bloc du pouvoir, PDG, Ali Bongo et Bidi Binzé, et leurs complices qui étaient dans l'opposition. C'est ces deux blocs-là qui existaient. Maintenant, c'est fini. L'actuel projet de constitution a proposé une démocratie pluraliste. Pluraliste. Et nous qui sommes société civile, nous avons désormais une place à part entière dans le débat démocratique. Fondamentalement, qu'est-ce que ça va changer dans le paysage? Une grande avancée. Fondamentalement, qu'est-ce que ça va changer dans le paysage Je viens de le dire. Ça va changer que l'inclusivité, et l'inclusivité qui est le credo en quelque sorte du CETRI, est en train d'agir, est en train de produire ses fruits, et avec la participation de tout le monde. Et je voudrais rappeler que les 38 000 contributions proviennent de l'appel qui a été fait le 14 septembre 2023 pour appeler tous les Gabonais sans exclusive à envoyer des contributions. Et il y a 38 000. Et je m'étonne que certaines personnes disent que oui, ce n'est pas 38 000 personnes qui représentent le Gabon. Si, les 38 000 contributions représentent le Gabon, puisqu'on n'a exclu personne. On a fait appel à tout le monde. Ceux qui ont répondu ont répondu. Ceux qui n'ont pas répondu, ce n'est pas de la faute du CETRI aujourd'hui. Donc, c'est vraiment là le véritable cœur de l'inclusivité, à savoir une démocratie pluraliste. Monsieur Petit-Lambert-Ovono, dans le préambule à l'alinéa 24, il est fait mention de la pleine souveraineté du peuple gabonais sur l'ensemble de ses ressources naturelles, les ressources naturelles de son sous-sol, de son sol, ainsi que sur le numérique. Peut-on avoir une explication accessible justement au plus grand nombre par rapport à cet alinéa? Qu'est-ce que ça traduit dans les faits? Je pense que jusqu'à présent, je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Je ne sais pas ce que, dans les accords avec l'ancien colonisateur, ce qui était pour le Gabon et ce qui n'était pas. Mais d'après le film que nous avons vu, que tout le monde a vu vers les années 2010-2013, de Patrick Menke, qui disait que le général de Gaulle avait décidé de donner les indépendances aux anciennes colonies. Mais la France avait besoin de l'énergie pour faire fonctionner son économie. Et pour cela, il avait confié ça à M. Pierre Guillaume, qui était polytechnicien, qui devait assurer l'approvisionnement de la France en matière énergétique. Et du coup, les colonies ont été appelées à produire ces matières énergétiques, dont la première est le pétrole et l'uranium. Maintenant, pour garantir cet approvisionnement, il fallait sauvegarder les chefs d'État qui étaient là, dont il fallait les protéger. Et les chefs d'État qui étaient sous les ordres qui étaient à la tête de ce pays et qui étaient sous les ordres qui contrôlaient ces matières premières, mais pas pour le pays, pas pour les populations, puisqu'on n'a pas demandé les vies des populations. C'était pour la France. C'est normal, chaque pays a ses intérêts. Et là, la France voyait ses intérêts, et c'est ce qui nous a été révélé par le film de Patrick Menke, dans la façon dont les matières énergétiques, les ressources naturelles d'un pays, et notamment notre pays, étaient gérées. Maintenant, je crois que ça a radicalement changé avec le projet actuel de la Constitution. Nous sommes désormais, l'État gabonais est désormais avec nous, propriétaire de ces ressources. J'ajoute que
si on découvre une nappe de pétrole dans ma concession ou dans mon village, je crois que lorsque l'État va exploiter cette nappe, il y aura désormais une part qui sera réservée aux propriétaires. Bon, on appelle ça aujourd'hui la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Mais je crois que cet article-là, qui fera l'objet certainement des lois ordinaires, précisera la façon dont nous sommes désormais responsables de nos ressources naturelles. Voilà, monsieur, on va continuer. On rappelle aux téléspectateurs qui nous regardent que ce plateau spécial, c'est un plateau qui se veut également pédagogique pour faire en sorte que les gens comprennent la nécessité de ce référendum et la nécessité également d'aller voter peut-être le oui. C'est ce que le plus grand nombre souhaite parce qu'il va falloir que l'on revienne à l'ordre constitutionnel. Alors, monsieur Petit-Lambert-Rouvenaud, cette nouvelle constitution fait également mention de la décentralisation en son article 155. Pensez-vous que cela est-il possible dans un pays comme le Gabon où le seul découpage électoral fait sans réel fondement et ne respecte aucun critère démographique? Vous observerez que la loi sur la décentralisation c'est la loi 1596. C'est là où on a pris une loi pour annoncer la décentralisation. Celle-ci n'a pas été suivie d'effets pratique sur le terrain. On a modifié cette loi en 2015 et elle n'a pas été suivie d'effet. Autrement dit, la première fois que la décentralisation est inscrite dans la Constitution, c'est dans ce projet de Constitution. Et c'est vraiment une grande avancée. Non seulement on l'a inscrite, mais il est également dit que les collectivités locales aident l'État dans la gestion des populations de l'arrière-pays et avec des moyens conséquents affectés directement à ces gens. Ce n'est plus la petite cuillère où on donnait bon an, mal an en fonction de la collectivité locale, mais maintenant ça va devenir concret et un budget sera affecté désormais concrètement aux collectivités locales. Donc vraiment c'est une véritable avancée. J'ajoute que le grand frère Manganga Moussabou, qui est le représentant de la provincialisation, je crois qu'il pourra maintenant s'appuyer réellement sur cette loi sur la décentralisation pour essayer de proposer soit des lois d'application pour la mise en œuvre de cet article qui est maintenant inscrit dans la Constitution. Alors, fondamentalement, qu'est-ce que ça va changer justement par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui ou ce qu'on a toujours vécu depuis ces dernières années? Mais ça va changer que les citoyens, les populations seront gérés le plus près du lieu où ils résident. Ils auront maintenant des moyens pour pouvoir peut-être monter des projets et financer ces projets. Et je crois que c'est le plus important parce qu'il faut que les gens soient gérés là où ils résident. Bien sûr. Ils ne vont pas attendre à Libreville pour mettre le toit d'une école qui s'est envolée ou d'un dispensaire qui s'est envolé. Peut-être même dans l'avenir, dans les décrets d'application, on pourra prévoir, pourquoi pas, une fonction publique territoriale décentralisée. On pourra prévoir cela. Donc ça va changer énormément, ça va redonner vie à nos villages, à nos regroupements, à nos cantons et à nos villes. C'est vraiment ça. Ça va peut-être venir résoudre justement la question de l'exode rural parce que beaucoup parfois quittent les villages pour la ville à cause de toutes ces difficultés. Petit-Lambert-Rouvenaud, on va évoluer dans la discussion puisqu'il ne nous reste que très peu de temps. Parlons aussi des articles 42 et 43 qui ne cessent de faire couler beaucoup d'encre et de salive entre limitation de mandat et succession. L'opinion semble perdue. Alors, je voudrais rapidement dire que nous votons parce qu'il y a des objectifs à atteindre. Je le répète. Et des objectifs qui sont nobles. Des objectifs qui sont en cours. Il faut tout faire pour atteindre ces objectifs. Maintenant, le débat sur le mandat présidentiel, sur ceci, cela, à mon sens, c'est important. Mais le véritable enjeu de
du 16 novembre, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. C'est remettre le pouvoir aux civils et que les militaires retournent dans les casernes. C'est la restauration de nos institutions pour rendre la dignité aux Gabonais. C'est ça les objectifs, les raisons pour lesquelles nous devons voter le 16 prochain. Maintenant, pour les mandats, le mandat est de 7 ans. 7 ans pourquoi? Parce qu'en tant que coordonnateur des projets et évaluateur, il y a des projets qu'on ne peut pas réaliser en 1 an, en 2 ans ou en 3 ans. Il faut beaucoup plus. Lorsque quelqu'un est candidat à une élection présidentielle, il a un projet de société qu'il présente au peuple. Le peuple doit maintenant choisir en fonction du projet, et il y a des projets qu'on réalise en 7 ans. Enfin, c'est souvent en 5 ans, 6 ans, mais la dernière année, on vérifie ce qu'on appelle l'impact. Qu'est-ce que ça a donné, quel effet ça a produit auprès des populations bénéficiaires directs et des bénéficiaires indirects. Donc la durée de 7 ans est raisonnable, elle n'est pas politique, elle est faite uniquement pour réaliser les projets, l'ensemble des programmes qui sont là. Pour faire la trans-gabonaise, ça ne peut pas se faire en 3 ans. C'est quand même une route de plus de 700 km jusqu'à Franceville. Donc vous voyez que c'est un projet à long terme. Il faudrait vraiment du temps pour terminer ce projet. Si maintenant la population n'est pas d'accord avec le président sortant, qui a fait 7 ans, mais la population est le meilleur évaluateur, le meilleur juge des présidents sortants, c'est par l'élection présidentielle. Au moment de l'élection, ils peuvent renvoyer celui-là à la maison pour dire que vous nous avez présenté un programme que vous n'avez pas pu réaliser. Allez-y à la maison, on ne vous vote plus. Ça, c'est concernant les mandats. Et l'évolution aussi de cette constitution, c'est que le président ne peut faire que 2 mandats. 2 mandats, pas un 3e. Et quelle que soit la forme, on ne peut même pas changer ça dans la Constitution. Et en plus, son épouse et ses enfants ne peuvent pas prétendre le succéder au fauteuil de président de la République. Donc voilà un tout petit peu les évolutions qu'il y a eu dans ce projet de constitution. Et nous allons demain, au cours de notre conférence de presse, dévoiler maintenant les raisons totales pour lesquelles il faut voter ce projet de constitution est réellement le bienvenu. D'accord, on va peut-être avoir 1 ou 2 dernières questions sur cela. Il y a également l'article 62 qui stipule que le président de la République devient désormais responsable devant le Parlement, qu'il ne peut dissoudre qu'une seule fois pendant la durée de son mandat. De plus, il a l'obligation de reddition des comptes, de la redevabilité, de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Peut-être nous expliquer tout cela pour que le Gabonais lambda... C'est un superbe article. Le président de la République est le seul dans le pays à être élu au suffrage universel direct. Il est le seul. Un député est élu au suffrage universel direct, mais dans sa circonscription. C'est quand ils sont en totalité, peut-être les 143, je ne sais pas si ça va changer, qu'ils sont la représentation nationale. Mais ils ne peuvent pas décider, eux, de faire déposer un président de la République. Qui les a désignés pour ça? Ils n'ont pas été désignés pour ça. Ils ont été désignés pour représenter leur circonscription, consentir l'impôt, voter la loi, au besoin contrôler l'exécutif et faire l'évaluation des politiques publiques. Donc c'est le président de la République qui est élu au suffrage universel direct. Il est le seul dans le pays à le faire. Normal qu'il préside le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil de la défense, qu'il jouisse de la plénitude de l'exécutif pour lequel il a été élu. C'est un peu normal. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Et justement, les contre-pouvoirs, c'est la Cour des comptes qui vérifie l'exécution de la loi de finances. Il fait le rapport de l'exécution de la loi de finances de l'année civile. Puisque avant l'examen de la loi de finances, du projet de loi de finances de l'année suivante, il faut d'abord la loi de règlement. C'est-à-dire qu'on fait de l'année passée, comment les sous ont été utilisés. Et c'est la Cour des comptes qui vérifie la façon dont les finances ont été utilisées. Enfin, il y a des organes comme nous, que nous faisons l'évaluation. Il y a des auditeurs, il y a des vérificateurs, il y a même des inspecteurs.
Non, on ne peut pas dire que... et c'est pour ça qu'on parle de reddition des comptes et de la redevabilité. Rendre compte. Le président a des contre-pouvoirs. C'est nous les contre-pouvoirs. C'est nous les contre-pouvoirs. Nous faisons des recommandations. Et justement, aujourd'hui, j'ai fait un rapport à mi-parcours de la mise en œuvre des objectifs et je suis en train de vous dévoiler ce qui s'est passé jusqu'à présent. C'est ça les contre-pouvoirs. D'accord, Petit Lambert Ovono, nous sommes quasiment arrivés à la fin de ce plateau spécial. In fine, quel est l'objectif de cette transition? On va peut-être finir par là. Quel est? Les objectifs, sinon l'objectif principal de cette transition en 30 secondes. Rappelez. L'objectif principal, c'est que le CETRI et son président tiennent à leur parole, à la parole donnée. La parole qu'ils ont donnée et les promesses qu'ils ont faites, ils sont en train de les mettre en œuvre progressivement. C'est ça la raison principale de la transition. De la Constitution. Et la Constitution est un des exemples de la mise en œuvre de ce qu'ils ont promis. Ils ont promis rendre le pouvoir aux civils, votant la Constitution, et vous allez voir qu'il y aura des élections générales politiques, il y aura la restauration des institutions, et finalement, la dignité sera retrouvée par les Gabonais. Merci à vous, Petit Lambert Ovono. Je rappelle que vous êtes évaluateur certifié des politiques publiques. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24 pour éclairer le peuple sur cette question du référendum, mais notamment la Constitution qui va être votée le 16 novembre prochain. Merci beaucoup. Je vous ai invité demain à notre conférence de presse. On y sera de toute façon. Voilà, c'est la fin de ce plateau spécial. L'information se poursuit sur Gabon 24.